aux leaders politiques qui se sont opposés au régime Ben Ali, soit parce qu'ils sont passés au Canada par l'entremise de certaines organisations et ont été en contact avec les nôtres, soit tout simplement parce que nous avons eu à nous côtoyer dans les milieux de la gauche progressiste. Et ça me donne une position à la fois très privilégiée qui me permet de réaliser un vieux rêve, celui de venir enfin en Tunisie. Quoique beaucoup de gens pensent que je connais la Tunisie, j'en parle avec beaucoup de prétention alors que je n'y suis jamais allé. Et donc ce séjour déjà de quelques journées me permet de mieux comprendre à la fois certaines complexités que j'aimerais partager avec vous, c'est-à-dire une partie des analyses que j'ai eu à confronter à la réalité du terrain. Et le second axe de cette présentation, c'est en fait, dans un esprit internationaliste des deux camarades, d'échanger sur les risques qu'encourent les perspectives révolutionnaires, puisque sans enlever la spontanéité révolutionnaire et l'expérience de la Tunisie, il y a eu d'autres expériences similaires dans les pays du tiers-monde, y compris en Afrique, récemment au Mali, une vingtaine d'années, où dans des circonstances très ressemblantes à celles de la Tunisie, on a assisté à, évidemment, la déroute du dictateur, une constituante, des élections et la restauration de l'ordre ancien sous de nouvelles formes. Alors, donc, très rapidement, j'aimerais profiter de cette occasion, d'abord pour saluer toutes les personnes qui sont en streaming et qui auront la chance de pouvoir échanger, et j'espère que ça va pouvoir susciter un certain débat. D'abord sur un peu notre analyse de ce qui s'est véritablement passé, que nous voulons replacer dans une dynamique géopolitique mondiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Tunisie si on ne comprend pas la dynamique mondiale, c'est-à-dire celle de la polarisation à l'échelle mondiale qui enferme les pays du tiers-monde et particulièrement ceux de l'Afrique et précisément donc de la zone méditerranéenne de l'Afrique dans un mécanisme que nous allons essayer très rapidement de cerner. J'aimerais aussi revenir sur le miracle tunisien qui s'est effondré, qu'on a souvent cité en exemple, pour expliquer pourquoi et comment ce miracle qui a été au fond surfait et comment il fonctionnait a finalement succombé, et sur les décombres de ce système qui, par contre, a des capacités de se reproduire, saisir maintenant quelles sont les voies de sortie de crise, c'est-à-dire quelles sont les perspectives qui s'offrent au peuple tunisien pour que cette révolution en devienne véritablement une. Parce que je crois qu'il faut faire très attention d'utiliser les bons termes. Nous ne sommes pas encore en phase de révolution, c'est-à-dire que le changement du système, aussi magnifique qu'il soit, doit être compensé par des changements des systèmes de production. Or, cela va prendre du temps et plusieurs signaux nous alertent, que ce soit sur les questions de changement institutionnel ou sur les changements du mode économique, que ça va être extrêmement long. Alors, c'est un peu le propos sur lequel je voudrais revenir très rapidement avec vous. Alors, le premier élément, c'est d'abord, si vous voulez, la nature macro du phénomène. La nature macro du phénomène, c'est que l'expansion mondiale du mode de production capitaliste a généré un certain nombre de mises en dépendance. Dans le cas de la Tunisie, on ne peut pas comprendre le système de la Tunisie si on ne comprend pas comment la Tunisie a été colonisée. Or, c'est l'une des grandes exceptions du continent africain qui a été colonisée par l'impérialisme financier. C'est-à-dire que les montages financiers, l'économie de la dette, ont réussi à enfermer non seulement une grande catégorie de l'élite dirigeante, par ce système d'enfermement, la France, qui à l'époque était la puissance coloniale, a pu créer un système de tutelle qui va effectivement participer à la mise en dépendance dans une polarisation asymétrique. Dans l'avenir visible, cette polarisation a très vite conduit en même temps à l'avènement de ce qu'on peut appeler un modèle à la kémaliste, c'est-à-dire une semi-laïcité où le modèle destourien était caractérisé par le rêve de Bandung, qui était le rêve de l'essentiel des pouvoirs du tiers-monde, à savoir la création d'une bourgeoisie nationale, un état de droit, un état développementaliste, qui va permettre effectivement de concrétiser les aspirations de la souveraineté. Malheureusement, très vite, l'impérialisme va s'employer à freiner
le rêve de Bandung, et on peut dire que à peu près la période de grâce de 1960 à 1973, pour la plupart des pays du tiers-monde, s'est achevée de façon laborieuse avec ce qu'on a qualifié de crise économique mondiale. Cette crise économique mondiale était en fait caractérisée par l'incapacité du tiers-monde de répondre aux défis de la construction bourgeoise et nationale. On est rentré en remplacement à la construction d'un ordre basé sur la dette. Or, la Tunisie connaissait déjà le mécanisme de la dette et elle va être un excellent élève au niveau de la capacité non seulement de contracter la dette, de la payer et de gérer son investissement sur le mécanisme de la dette. Ceci va favoriser à la fois une classe État, mais surtout favoriser une série très complexe de mécanismes de caractère affairiste, sur lesquels nous reviendrons, mais qui sont très très particuliers parce qu'à la fois ils vont caractériser le fonctionnement de l'État, mais aussi vont contribuer à générer dans la société elle-même une acceptation, une sorte de docilité, non pas une servitude volontaire, mais une sorte d'identification de la société sur le fait que l'économie, ça fonctionne de cette façon. Et donc, l'intermède qui va constituer le régime de Ben Ali va être en fait une sophistication des formes économistes, que je pourrais appeler affairistes, qui se sont conjuguées dans un moment historique du néolibéralisme. Alors, ce néolibéralisme, évidemment, n'était pas propre à la Tunisie, il était propre à l'essentiel des pays du tiers-monde. Il consistait à dire, puisque l'ère de la guerre froide est terminée, tous les pays doivent s'aligner au marché, et là je simplifie, le marché va pouvoir redistribuer les chances sociales, le désengagement de l'État doit s'accélérer, le secteur privé prenant en charge l'essentiel des choses, et ce qui ne peut pas être fait, va être fait par la société civile qui, par enclave et le système sectoriel, va s'occuper donc des demandes sociales. Ce système a fonctionné radicalement du début des années 80 et il rentre en crise au début des années 90 lorsqu'on se rend compte que les pays du tiers-monde contournent les mesures d'ajustement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et la Tunisie fait partie de ces pays. Et donc, on va inventer le concept de bonne gouvernance, qui est en fait la dimension politique des ajustements structurels. Il s'agissait de permettre à la Banque mondiale et aux grands bailleurs de fonds de s'assurer que l'État ne puisse pas circonscrire leur politique par différents mécanismes, différents subterfuges qui permettaient en fait à l'État de se reproduire. Dans le cas de la Tunisie, très rapidement, il va y avoir compatibilité entre cet ordre plus ou moins tolérant, néolibéral, et la poursuite du schéma pénaliste pour au moins deux raisons. La question sécuritaire, qui a été brandie comme étant l'élément d'une stabilité économique et géostratégique de la Tunisie, et deuxièmement, la poursuite du modèle libéral à la tunisienne, qui donnait, si vous voulez, l'impression que ce miracle pouvait perdurer. C'est ce système qui rentre en crise pour toutes sortes de raisons, et je ne veux pas enlever d'aucune façon le mérite à la révolution tunisienne. Il faut comprendre comment les parrains de ces grands modèles, l'Égypte, la Tunisie, mais aussi d'autres pays, sur la Philippine ou le Zaïre de l'époque, peuvent, en tirant, comme on dit, la plug, lâcher l'encombrant dictateur. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque le régime Ben Ali a voulu se reproduire de façon institutionnelle en tripatouillant la Constitution. Or, cela s'est fait, hélas pour lui, dans un moment où il y a un changement de la donne à Washington, c'est-à-dire que l'ère Bush est révolue, l'ère Bush elle-même rentre en crise, c'est-à-dire constate qu'il n'est plus possible de fonctionner sur un modèle néolibéral. L'ère Bush est elle-même sauvée par le retour à un certain interventionnisme de l'État. Ça n'empêche pas le système Bush de tomber, et la nouvelle équipe d'Obama, Obama l'Africain, comme on dit, est sommée de continuer certaines mesures étatiques, mais en même temps de reviser sa politique géostratégique dans nos sous-régions. Et cela va se faire au détriment de certains régimes politiques. Un de ces régimes, c'est le régime Ben Ali, où l'administration américaine voyait d'un très mauvais œil la perpétuation de cet ordre par manipulation constitutionnelle, surtout que d'autres rumeurs faisaient état de la maladie du chef de l'État, etc. On pouvait faire une analogie similaire avec l'Égypte, où le leader voulait instaurer Gamal Moubarak et où l'armée égyptienne, visiblement, ne donnait pas son OK. Alors ça a d'une certaine façon sonné le glas de ce mouvement,
Et pendant toute cette période, je reste toujours au niveau macro, il y a eu des tentatives d'un noyau relativement important, mais infinitésimal par rapport à l'échelle de la société, d'activistes politiques, de leaders politiques, et beaucoup plus tard d'internautes, qui vont confronter ce système. Et c'est par le canal de ces internautes que beaucoup d'organisations, d'ailleurs d'Amérique du Nord, vont, et je dois dire que les Américains eux-mêmes vont investir massivement dans la cyberactivité, vont essayer d'infléchir les demandes dans le sens d'une meilleure gouvernance, mais aussi dans le sens d'un certain nombre d'agendas, voulant pratiquement instrumentaliser l'éveil de ces buts. Alors très rapidement, ce tableau général, bien sûr, peut être creusé davantage, mais je crois qu'il est important de comprendre de cibler la dimension macro de l'ordre mondial avant d'arriver à la particularité du modèle tunisien. Ce qui frappe dans le modèle tunisien, c'est d'abord le fait que, historiquement, il y a eu des événements de Garça où Ben Ali, jeune, s'est lui-même illustré par sa fermeté, par sa cruauté, et surtout par la construction surdimensionnée du péril à la fois intégriste et de la surveillance policière. Je crois que c'est abondamment documenté que la Tunisie fut un pays quand même anormalement policier, qui va surfaire, ou en tout cas donner l'impression que tout citoyen était surveillé, ce qui n'était pas le cas. C'était une sorte de géant au pied d'argile. Et ça a fonctionné parce qu'il y a eu un système de narration, une narration qui était acceptée, reproduite par la société. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut le comprendre comme un tissu de pouvoir qui sont imbriqués au niveau de l'État, au sein de la société. Pourquoi? Parce que d'abord, depuis Carthage, le modèle de cette société est basé sur une strate affairiste. Donc l'ère des suffètes, c'était une ère de gouverneurs qui fonctionnait sur le modèle où l'armée elle-même était un mercenariat, le système économique était déjà un système de montage affairiste, basé sur le négoce et une complexité de